L'étude KPMG CEO Outlook 2025, réalisée auprès des dirigeants de 400 groupes, met en évidence le fort engagement de ceux-ci dans la transformation digitale de leur organisation et leur volonté de faire de l'intelligence artificielle une priorité absolue en termes d'investissement. 65% d'entre eux en France prévoient d'y consacrer 10 à 20% de leur budget sur les 12 prochains mois. 40% assurent qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle très probablement pour la direction fiscale et la direction juridique. La technologie n'a donc jamais été aussi puissante ni autant accessible. Elle offre une formidable opportunité de repenser l'organisation, les process. Elle permet d'analyser des quantités massives de données en un temps record, de disposer de reporting plus précis et d'analyses plus approfondies. Les directions fiscales font face quant à elles à des défis majeurs. Multiplication des obligations de reporting, complexité des évolutions législatives, croissance du groupe avec des équipes pas toujours suffisamment dimensionnées. Elle manque de visibilité sur les process multi-pays, tout en devant être garante de la conformité fiscale et de la fiabilité des données. Nombre d'entre elles ont déjà dû amorcer leur transformation digitale ou à tout le moins leur feuille de route pour digitaliser et automatiser leurs fonctions en tirant parti de la technologie. Et les évolutions rapides de l'intelligence artificielle accélèrent ce mouvement. Elle entre dans une nouvelle phase, l'heure n'est plus à l'expérimentation, mais au déploiement à grande échelle. Alors, pour partager la vision de KPMG Avocat de la manière dont l'intelligence artificielle va transformer la fonction juridique et fiscale, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bergerot, Laurent Tchedcuti et Patrick Seroin-Joly. Bonjour à tous les trois. Bonjour Marie-Pierre. Christophe, nous avons la conviction chez KPMG Avocat que la transformation digitale est une mue nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins des directions fiscales et que l'intelligence artificielle en est l'accélérateur. Tu as raison Marie-Pierre. La fiscalité, comme l'ensemble de la matière juridique, était traditionnellement un domaine réservé à l'expertise humaine et aux connaissances encyclopédiques. Un métier d'expert en somme, où une grande partie de la valeur ajoutée résultait de notre capacité à comprendre les textes, à les articuler et les adapter en exerçant bien sûr notre esprit critique et, ne l'oublions pas, notre expérience. Alors selon une étude de Goldman Sachs, les métiers juridiques seraient les plus impactés par l'IA et la fiscalité encore plus. On estime que 44% des tâches seront alors facilitées ou automatisées par l'IA. Alors je crois personnellement que cet avis est largement partagé par toutes les directions juridiques ou fiscales que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur ces derniers mois. Elles en sont d'autant plus convaincues que leurs tâches et leurs missions s'élargissent. Elles doivent aujourd'hui justifier d'une meilleure gouvernance, d'une vision en temps réel de tous les sujets et concourent pleinement à la réputation de leur groupe. Aujourd'hui, l'IA, selon ce qu'ils nous disent, doit leur permettre au quotidien de quoi ? Premièrement, de mieux maîtriser leur conformité fiscale ou juridique. Maîtrise de la data, mise en place de procédures de suivi, de points de contrôle, de pistes d'audit. Deuxièmement, de mieux superviser l'ensemble de leurs risques. Les cartographier, les expositions et bien évidemment les maîtriser. Et en dernier, se délester des tâches chronophages, je crois que c'est ce qu'on a effectivement tous en tête, pour nous se consacrer tous ensemble sur les tâches à forte valeur ajoutée. Alors cette réflexion, nous l'avons menée en interne chez KPMG Avocat pour notre propre transformation, en faisant le choix de la conduire en tant que client zéro. L'idée, c'est d'accompagner la réflexion de nos clients, de la nourrir avec pour boussole la recherche de l'équilibre entre tout ce que l'IA pourrait faire, pourrait changer, et ce que l'humain va décider de lui faire faire. C'est le human in the loop. Le point de départ de la réflexion débute avec la cartographie des besoins de transformation digitale. Laurent, quels sont les besoins à satisfaire qui sont d'ores et déjà identifiés et quels outils technologiques peuvent y répondre ? 2 besoins primaires peuvent être identifiés, documentés d'ailleurs par une étude KPMG comme par nos retours d'expérience. Tout d'abord, le premier besoin, c'est de maîtriser la donnée pour assurer la conformité aux obligations fiscales et répondre aux risques. Cet impératif nécessite l'accès à une donnée fiable et centralisée. Il n'y a pas d'IA performante si l'on n'a pas d'abord travaillé sur quelles données on va faire travailler l'IA, et cela permettra surtout de limiter le fameux phénomène d'hallucination. Pour satisfaire à une obligation fiscale, comme pour prendre une position, la direction fiscale doit avoir une vision claire des données de son organisation, et en particulier à l'international. Elle doit avoir l'assurance qu'elle se fonde sur des informations fiables, exhaustives et harmonisées dans leur structure et leur forme. Or, les directions fiscales n'accèdent pas toujours si facilement à la donnée fiscale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Marie-Pierre.
77% des répondants évoquent des problèmes de données qui sont pourtant structurants dans le pilotage et la prise de décision en matière de fiscalité. Les causes sont multiples et elles sont propres à chaque organisation. L'inaccessibilité peut être due à une segmentation de l'accès à la donnée, prenons un exemple, d'une organisation en silo, ou parce que les entreprises ont acquis d'autres structures qui ont des environnements différents ou même des données structurées de manière différente. La structuration de la donnée, leur format, leur volume, le degré de granularité implique de les retravailler pour pouvoir les utiliser. Et puis, tout simplement, parfois, la donnée n'existe pas. L'exemple le plus patent, quand on fait des missions de facturation aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines données, comme le SIREN, n'existent tout simplement pas dans le système. Le besoin numéro 2, c'est de fiabiliser les différents processus fiscaux de l'organisation. Les processus fiscaux, notamment pour répondre aux obligations déclaratives ou de paiement, impliquent une succession de tâches hiérarchisées et enserrées dans des délais impartis, dont le suivi et la maîtrise des échéances peuvent être extrêmement chronophages, comme l'évoquait Christophe, partagés entre un grand nombre d'acteurs et qui peuvent être trop décentralisés. Le manque de standardisation des processus fiscaux induit donc un processus de collecte, de traitement et d'analyse de la donnée fiscale potentiellement trop long, inefficient et donc difficilement exploitable. Ces deux besoins en convoquent un troisième, celui de disposer d'outils, de solutions technologiques qui permettent de répondre à ces deux besoins primaires que sont la maîtrise des données et la maîtrise des processus, ainsi que celui de l'optimisation du temps en limitant la perte de celui-ci liée à la collecte d'informations. Alors, quels sont les outils qu'on trouve tout en haut de la liste des vœux en ce début d'année ? Eh bien, Marie-Pierre, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, un outil simple, la nécessité de visualiser. C'est ce qu'on appelle le dashboarding. C'est pour savoir ce qu'il y a effectivement dans l'organisation et pouvoir aller un peu loin et moins en superficie. La direction fiscale donc a besoin de regarder sous le capot pour avoir une vision claire et instantanée des sujets fiscaux dans son organisation, pour anticiper les risques et aussi saisir les opportunités. Exemple, le suivi d'une problématique qui va donner une vision sur du CFO pour pouvoir suivre un échéancier fiscal, un suivi de remboursement de TVA ou autre. Ensuite, le deuxième grand besoin, c'est les outils de data analytique, qui vont lui permettre de comprendre ce que lui disent une masse de données brutes importantes, transmises par les équipes comptables ou financières ou les shared service centers. Enfin, toute organisation étant irriguée par des processus qui doivent être monitorés, l'utilisation d'outils de workflow permet de s'assurer que toutes les tâches sont exécutées dans le délai imparti par les personnes en charge avec une hiérarchisation, un suivi et aussi l'historisation des tâches et une piste d'audit, ce qui est essentiel pour s'assurer de ce qui a été fait en temps réel et surtout plus tard pour comprendre pourquoi on a pris telle position fiscale. Alors en synthèse, pour répondre efficacement aux enjeux de la fonction fiscale, le directeur fiscal doit donc s'appuyer sur un environnement centralisé, regroupant à la fois des données validées, des outils de visualisation performants et des dispositifs de pilotage adaptés à ses besoins. La mise en place de cet écosystème soulève un questionnement stratégique. Faut-il développer une solution en interne ou bien opter pour une solution externe ? Alors Christophe, make or buy ? Eh bien, la plupart des directions juridiques et fiscales, pour répondre à cette question, sont parties du postulat que leur département IT allait leur offrir la possibilité de développer ces outils en interne. Mais cela a souvent fait pchit. L'expression des besoins était compliquée. Les bases knowledge n'étaient pas créées. Les moyens en temps et financiers des entreprises étaient mis non pas sur le département fiscal ou juridique, mais sur le core business. Cela aurait cependant pu permettre au directeur fiscal, s'il avait réussi à créer son propre outil, de conserver la maîtrise totale de l'architecture de la solution qu'il voulait déployer, tout en offrant une certaine flexibilité dans la gestion quotidienne des processus et des outils. Cette personnalisation approfondie, souhaitée, n'a souvent effectivement jamais eu lieu dans les directions juridiques et fiscales que nous avons rencontrées. Il ne convient de ne pas sous-estimer les atouts de solutions externes. Elles garantissent une méthodologie qui a fait ses preuves, une mise à jour régulière de la solution au regard de l'évolution de la technologie, et elles s'avèrent généralement moins coûteuses sur le long terme et offrent la possibilité de bénéficier de l'expérience accumulée, donc incrémentale, par le prestataire de service. Ainsi, le choix entre une solution interne ou externe doit être guidé par une analyse fine des besoins, des ressources et des objectifs de la direction fiscale. Pour illustrer ce qu'une solution externe peut apporter comme solution, prenons l'exemple de Digital Gateway, la réponse de KPMG aux besoins de digitalisation de la fonction juridique et fiscale. C'est un peu une sorte de cockpit pour ces directions.
Oui, effectivement, parce que le succès de Digital Gateway, donc la solution digitale augmentée par l'IA de KPMG, illustre ce dont je viens de parler. Cette solution a été construite selon un processus qui permet d'adresser les points essentiels et répond aux attentes, donc déjà exprimées des directions juridiques et fiscales. Il ne leur reste alors qu'à la customiser pour atteindre leurs objectifs et remplir leurs besoins. C'est un véritable cockpit créé par des fiscalistes pour des fiscalistes. Au départ, pour pouvoir suivre les processus fiscaux, notamment déclaratifs, sécuriser une deadline, créer un rapport ou un livrable. Par exemple, de façon à rendre concret tout cela, les déclarations TVA dans plusieurs pays, mais également la documentation défense et déclaration du CIR. Enfin, on peut tout imaginer avec les processus déclaratifs dans Digital Gateway. Mais Digital Gateway, c'est aussi un gain de temps indéniable et significatif sur la recherche et l'exploitation des données de la data de l'entreprise. Par exemple, la création de tableaux de bord pour la gestion juridique ou fiscale, ou alors un portail d'échange sécurisé couplé à des outils d'IA conçus pour s'assurer que la conformité est aux normes dans l'entreprise. Mais Digital Gateway, c'est aussi aujourd'hui un accès à une documentation centralisée. Et demain, certainement beaucoup plus. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous l'an prochain dans notre grand décryptage 2027. En effet, l'intelligence artificielle disrupte toute l'économie et se déploie à grande échelle. En France, 84% des dirigeants attendent un retour sur investissement en moins de 3 ans et 21% espèrent même des résultats dès la première année. Leur attente porte sur l'amélioration de la prise de décision et de l'analyse des données pour un quart d'entre eux, quand 17% attendent de l'intelligence artificielle qu'elle stimule l'innovation et ouvre de nouvelles perspectives. 16% y voient aussi un moyen de diversifier les compétences et d'enrichir les capacités internes. C'est un basculement spectaculaire qui confirme l'accélération de l'intelligence artificielle dans les stratégies d'entreprise. Alors la question n'est plus comment, mais quoi faire. Just make it matter. Au départ, Marie-Pierre, l'intelligence artificielle fonctionnait principalement grâce à des systèmes basés sur des règles précises. On parlait alors d'IA symbolique ou classique. Concrètement, comment cela fonctionnait ? Cela signifiait que l'on donnait donc à l'ordinateur une liste d'instructions très détaillée à suivre pour accomplir une tâche prédéfinie. L'IA ne faisait que ce pourquoi elle avait été programmée sans pouvoir s'adapter à des situations nouvelles. Ensuite, l'IA a connu une évolution majeure avec l'arrivée de l'apprentissage automatique, le machine learning. Ici, au lieu de tout programmer à la main, on a fourni à l'IA des exemples, des données. Et elle apprend à reconnaître des schémas ou à prendre des décisions à partir de ces données. L'IA exécute donc des tâches précises, soit en suivant des instructions détaillées, soit en apprenant à partir de données, mais elle restait dépendante de ce qu'on lui avait appris ou programmé. La grande nouveauté, c'est l'intelligence artificielle agentique. C'est effectivement la dernière étape et sûrement la plus innovante. Cette nouvelle évolution technique ne se contente plus d'appliquer des règles ou d'apprendre à partir de données, elle est capable de prendre des décisions de façon autonome et d'interagir activement avec son environnement. L'IA agentique peut s'adapter à ces situations nouvelles, évoluer en fonction des circonstances et même anticiper certains besoins ou problèmes. On peut dire que l'intelligence artificielle est passée d'un simple outil, limité à ce qu'on lui demandait, à un véritable assistant capable de comprendre, d'apprendre et d'agir de façon indépendante. Ah oui, tu as raison Marie-Pierre. L'agentique va faire évoluer significativement nos métiers parce qu'on va devoir activer ce qu'on appelle des personas qui seront partie intégrante, sans pour autant les remplacer, je vous rassure, de nos collaborateurs de demain. Les personas, ce sont les fameux agents conversationnels qui sont considérés comme révolutionnant l'exécution de toutes nos tâches. Tout comme les membres de ma propre équipe avec lesquels je travaille au quotidien, le persona va, sur la base de mes instructions, bien évidemment les plus précises possibles, exécuter une ou plusieurs tâches en se référant à des bases de connaissances ou des datas qui auront été au préalablement certifiées et contrôlées. Ils ne travaillent pas dans le vide. Tel que nous le faisons aujourd'hui, nous travaillons dans un environnement contrôlé et sécurisé. Ils feront de même. Et ils deviendront, ces personas, autonomes pour le faire. Et l'agentique permet que plusieurs agents conversationnels, donc les personas, se parlent entre eux pour assurer une seule tâche. Le persona, c'est nous. Oui, en quelque sorte, c'est déjà un membre de mon équipe. Je prends un exemple. Sur la base de mes instructions, il va aller chercher des clauses spécifiques dans des contrats pour les analyser, les comparer avec ce que j'ai l'habitude d'écrire ou bien vérifier qu'elles sont tout simplement conformes à la règle de droit ou la norme. Il peut me proposer sous forme de tableau ce qu'il a vu, proposer des modifications et en un simple clip, adapter tous les contrats. Alors que un membre de mon équipe pourrait y passer des journées entières, il peut le faire en quelques instants.
Donc l'agent est animé par notre capacité à prévoir, à hiérarchiser les différentes séquences dans l'exécution de nos tâches et à les mettre en œuvre dans les systèmes d'information de l'organisation. Le traitement ainsi des demandes récurrentes est automatisé. Ces agents, ces personas vont devenir des membres de mon équipe à part entière. Alors, quelle est la voie à suivre pour construire sa feuille de route d'intégration de l'intelligence artificielle? Quels sont les fondamentaux? Quelle méthode retenir? Marie-Pierre, le premier pilier incontournable est de créer une base de connaissances sécurisée, comme l'a évoqué Christophe au début. Si on a une IA qui va sur Internet chercher différentes informations, ces informations vont être erronées, non spécifiques à la matière fiscale, et la solution que vous aurez sera elle-même erronée. Alors que si l'on crée une base de connaissances sur laquelle on peut se reposer, car elle est composée de documents, de données que l'on a vérifiées et qui constituent la connaissance, le savoir-faire de l'équipe, l'IA viendra chercher dans ces bases sécurisées, enrichies de l'intelligence de l'équipe, et générera des documents conformes aux attentes en termes de fonctionnalité et de qualité. Il est essentiel pour les entreprises de ne pas sous-estimer cette tâche et le temps nécessaire à y consacrer. Elle va permettre de rationaliser les différentes sources de données et surtout elle est fondamentale car elle va donner confiance en l'IA. Elle va permettre de structurer efficacement l'ensemble des informations disponibles, facilitant ainsi leur exploitation future par l'intelligence artificielle. Par ailleurs, il est aussi très important quand on a un projet IA au sein de l'équipe, de créer une véritable prise de conscience de la valeur des données dont on dispose. Chaque donnée, document détenu par l'entreprise pourra être mobilisé par l'IA pour un cas d'usage de l'IA, pour traiter ou automatiser, améliorer un processus interne. Cette sensibilisation collective constitue un levier très puissant pour optimiser l'usage de l'IA et surtout garantir la pertinence des résultats obtenus. Alors, tu parlais, Laurent, du premier pilier, mais le second pilier, c'est de déterminer les meilleurs cas d'usage de l'équipe qui permettront de créer une bibliothèque d'agents conversationnels, tels qu'on l'évoquait tout à l'heure, donc des membres additionnels de mon équipe, tout simplement, lesquels réaliseront de manière automatique ces tâches importantes du service fiscal. Cette étape d'identification des use cases, comme on les appelle, passe par une phase d'idéation, durant laquelle l'équipe est appelée à penser de manière libre, sans frein, et de recenser toutes les idées, les collecter et bien sûr leur donner une priorité dans leur exécution. Cette phase de découverte intuitive permet des gains rapides qui augmentent l'intérêt et l'engagement de toute l'équipe, mais aussi l'identification des agents qui seront les plus efficaces demain et qui pourront surtout être mis en place rapidement. Bien évidemment, nous travaillons déjà à vous proposer des personas qui répondent aux tâches les plus évidentes dans votre département. Et puis Christophe, le troisième pilier, il est important aussi, c'est d'adopter une démarche test and learn. On commence toujours à la recherche de quick win, c'est-à-dire des sujets simples, on teste les personas et on les ajuste. Les personas simples existants sont regroupés dans une bibliothèque qui seront utilisés pour un cas d'usage standard. Des personas adaptés à un cas d'usage personnel pourront être également développés au fil de l'apprentissage, de l'appropriation de la technique de l'IA, et ainsi les personas pourront être liés entre eux. Cela confirme une étude KPMG au terme de laquelle 99% des entreprises confirment qu'elles utiliseront des agents conversationnels dans leurs entreprises. Alors maintenant, passons aux défis à anticiper. Quels sont ces principaux défis, et notamment en termes de risques ? Alors, Marie-Pierre, des défis, il y en a beaucoup parce que l'IA est fondamentalement une technologie qui nécessite un cadre de contrôle et une anticipation des risques. Par exemple, les hallucinations dont on a parlé tout à l'heure avec Laurent, et les professionnels doivent développer également leur propre esprit critique. Pour s'en prémunir, une bonne pratique consiste à la mise en place d'une charte d'utilisation responsable de l'IA, qui met en garde contre ces hallucinations et des informations inexactes ou inventées. Charte qui rappelle également l'importance du jugement professionnel et les risques à partager des informations confidentielles ou sensibles, ainsi que le respect, bien sûr, des règles de copyright. Cette montée en puissance de l'intelligence artificielle générative et agentique doit s'accompagner d'une vigilance accrue. La cybersécurité s'impose également comme une priorité absolue pour protéger les données comme dans n'importe quel autre domaine informatique. Un autre défi à relever est celui de comprendre ce que font les autorités fiscales des différents pays et de disposer des mêmes capacités d'analyse ou d'anticipation qu'elles pour ne pas prendre de retard. Certaines disposent déjà de capacités solides d'exploitation des données. En effet, Marie-Pierre, les administrations fiscales, françaises comme étrangères, s'équipent elles aussi. Un rapport de l'OCDE, qui a été publié en novembre 2025,
relève que 80% des administrations fiscales ont vu leurs dépenses opérationnelles augmenter entre 2022 et 2023. Alors, si le détail de ces coûts n'est pas disponible, l'OCDE, dans ce rapport, énonce que cette augmentation proviendrait en partie, outre de l'inflation et des coûts salariaux, des investissements réalisés par les administrations fiscales nationales dans les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Les travaux de l'OCDE sont d'ailleurs assez riches sur le sujet. Selon un autre rapport également de 2025, lequel était intitulé « Gouverner avec l'intelligence artificielle, état des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l'État », 29 des 38 pays membres de l'OCDE déclarent que leurs administrations fiscales utilisent l'IA. La possibilité offerte par l'IA de collecter et d'analyser des volumes de données très importants permet aux administrations de détecter les fraudes et évasions fiscales, d'assister les contribuables, mais également les agents du fisc, dans la prise de décision administrative et de ce fait, d'être plus performantes. Les administrations investissent ainsi dans des bases de données et des algorithmes, par exemple dans le développement de capacités de détection de constantes intégrées dans leur système d'IA, afin d'analyser des cartes et images satellites dans la durée. Patrick, peut-être que tu peux nous proposer un petit tour du monde pour illustrer ces nouvelles pratiques. C'est parti. Commençons par l'exemple de la Grèce, qui a réalisé un modèle d'IA permettant de détecter les piscines non déclarées à l'administration fiscale, ou encore la France, qui recourt à l'IA pour analyser les prises de vues aériennes de l'Institut national de l'information géographique et forestière afin de détecter d'éventuelles constructions non déclarées. Si on change d'hémisphère, on doit bien évidemment citer le Brésil, dont on sait qu'il est très en avance dans l'accès de l'administration à la donnée des contribuables. Eh bien, l'administration fédérale brésilienne est allée jusqu'à intégrer l'IA dans son processus de décision afin d'accélérer le traitement des dossiers en attribuant des dossiers comparables aux mêmes agents et en utilisant des algorithmes de regroupement pour compléter les dossiers. Plusieurs administrations fiscales nationales ont même recours à l'IA afin d'évaluer le profil de risque des contribuables. C'est le cas par exemple de l'administration fiscale autrichienne, laquelle fait appel au Centre de compétences en analyse prédictive qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique afin d'évaluer les déclarations des contribuables dans le but de déceler d'éventuelles incohérences, voire des fraudes. Les administrations fiscales investissent aussi dans des algorithmes afin de permettre aux contribuables de s'acquitter plus facilement de leurs obligations déclaratives avec la mise en place d'assistants virtuels pour répondre à tout moment à certaines questions des contribuables. Oui, et à Singapour, par exemple, l'outil utilisé par l'administration locale intègre même un Large Language Model, soit un grand modèle de langage, pour lui permettre de comprendre plus en profondeur les questions des contribuables. De la même manière, la Suède a investi dans 3 types d'assistants IA, aux fins d'automatiser le traitement des tâches les plus simples, d'assister les agents du fisc en matière d'enquête sur les délits fiscaux en détectant les cas présentant des similarités avec des affaires de délits fiscaux, et enfin en préparant les courriels de réponse aux contribuables pour permettre de traiter un plus grand volume de questions. Il est prévu que les retours des utilisateurs soient pris en compte afin d'améliorer la pertinence des réponses apportées par l'IA. Les universitaires se sont également saisis du sujet et étudient ces nouvelles pratiques des administrations. En effet, Marie-Pierre, citons tout particulièrement les travaux du docteur David Hadvik, chercheur en droit à l'université d'Anvers, qui fait également partie du Digitax Center de l'université. Ces travaux portent sur l'usage de l'IA par les administrations fiscales et ses conséquences. La thèse qu'il a publiée en 2025 s'intitule Deus Tax Machina, The Use of Artificial Intelligence by EU Tax Administrations and its Impact on Taxpayers' Fundamental Rights. Il y décrit l'usage que les administrations fiscales font de l'IA. Tout d'abord, afin d'aider les contribuables, puis aux fins de collecter et d'analyser des données à grande échelle provenant des déclarations souscrites, des données bancaires ou encore même des réseaux sociaux, dans le but de détecter les risques et d'en déduire les profils de contribuables à cibler. Enfin, le dernier usage possible est l'aide apportée aux agents du fisc eux-mêmes dans le traitement des dossiers. Les réflexions du Dr Hadvik portent aussi sur les risques au regard des libertés individuelles que pourraient impliquer des usages aussi massifs. Oui, et il met en exergue le risque de surveillance intrusive et d'atteinte à la vie privée, mais également les risques d'erreurs, notamment de contrôles fiscaux injustifiés, pour le cas où les IA ne disposeraient pas de suffisamment d'informations.
Sur la question des droits fondamentaux, l'auteur évoque également l'affaire Toeslagen, qui concernait des allocations familiales versées aux Pays-Bas entre 2005 et 2019, et dans laquelle l'administration fiscale et douanière néerlandaise avait accusé, à tort, près de 26 000 familles d'avoir réclamé de façon frauduleuse des allocations familiales, ce qui a pu survenir, d'une part, en raison de données collectées biaisées, et d'autre part, car l'algorithme lui-même était biaisé. Donc le chercheur de la faculté d'Anvers s'interroge sur le niveau d'encadrement nécessaire afin de ne pas porter atteinte à différents principes, parmi lesquels le principe de l'égalité, le droit à la vie privée et à la protection des données, ainsi qu'à l'interdiction de discrimination qui peuvent être induites en raison des biais figurant dans certains algorithmes. Le risque principal viendrait de ce que la majorité des administrations fiscales n'expliquent pas comment leurs algorithmes fonctionnent, ni les types de données utilisées. Un équilibre devra ainsi être trouvé entre, d'une part, le nouvel outil que l'IA constitue et les avantages qu'il offre à l'administration fiscale, et d'autre part, les droits des contribuables qui sont d'autant moins protégés que le fonctionnement des algorithmes est encore opaque et pas assez encadré. Un dernier défi que nous n'avons pas encore abordé, le défi humain et l'importance des compétences relationnelles, Laurent. En effet, Marie-Pierre, la curiosité et l'esprit critique vont être essentiels pour naviguer dans ce nouvel environnement où l'IA sera très présente. Il s'agit avant tout d'une question d'état d'esprit. Cela va entraîner des changements de comportement. Mais oui, tu as raison, Laurent, parce que d'ici quelques années, notre conviction est qu'aucune tâche, aucune mission ne sera effectuée sans IA. L'IA ne remplacera pas les professionnels de la fiscalité, mais les professionnels de la fiscalité qui utilisent l'IA remplaceront très certainement ceux qui ne veulent pas l'utiliser ou ne savent pas l'utiliser à bon escient. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir partagé avec nous vos réflexions et vos convictions.